Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. C'est pas mal comme ça que ça commence. La toune est finie? Ouais. D'habitude, on entend la toune, on Ouais, n'entend pas là, on la l'entend toune. pas, on a décidé qu'on mettait pas de... Salut Julien! Salut Joël! Ça va bien? Ça va toi? Ouais. Ok, bon, on a réglé ça. Ben, j'étais un peu inconfortable parce que notre setup habituel... Pas avoir d'écouteurs. Ouais, exact. Ouais, c'est comme... On dirait qu'on le fait pas pour vrai. Je t'entends même pas en ce moment. La misère à t'entendre. Ouais. Ouais. Pourtant, on est dans la même pièce en train de se parler à peu près 2 pieds. Ouais. Mais tu comprends que c'est vrai que d'habitude, Ouais. ça fait un genre de cocon. Ouais, on est comme dans une bulle comme du monde. J'entends juste ta voix, puis ma voix. Ouais. OK. Cool. Salut. Aujourd'hui, Ouais. on commence avec quoi? Avant d'embarquer dans l'épisode, je pense qu'il y a quelque chose de gros qui se passe dans ta vie que tu voudrais peut-être partager avec nous. Oui. Je ferai pas une immense promo pour ça, mais oui, j'ai sorti mon second roman il y a quelques semaines. Louv Igunak, suite de Furé Masala. Suite, mais en même temps, un bouquin qui peut se lire par soi-même. On est dans une espèce de pratique artistique. Je pense que je construis une série de livres, mais c'est pas vraiment tome 1, tome 2, tome 3. C'est une histoire qui reprend le même personnage quelques années plus tard. Clairement, si t'as lu Furé Masala avant, t'es assis sur des meilleures bases pour mieux comprendre ce qui se passe, mais T'as plus de refs. t'as plus de refs. OK. T'as bien plus de refs. Ouais, je comprends. Mais là, tu l'as montré à l'écran. Ouais, je l'ai ici, pour les ceux gens qui sont qui en regardent vidéo. Là. la version vidéo. Ouais, Louv Igunak. Et puis, c'est ça, j'en suis très fier. C'est un beau bouquin. C'est un beau bouquin, puis c'est assez récent, fait que j'ai pas encore de recul ou d'opinion ou de gens qui m'ont dit « Ah, c'est de la merde, ah, c'est génial ». Je sais pas trop. Fait qu'on trouve tout ça en librairie. En librairie, ouais. C'est comme tout ce que j'écris, distribué par les éditions Druide. Et puis, Druide est accessible par le distributeur officiel Prologue, par tous les libraires du Québec et toutes les bibliothèques. Donc, si vous voulez le lire, s'il l'a pas à votre librairie, vous le faites commander. Et s'il l'a pas à votre bibliothèque, vous le faites commander. À la bibliothèque, c'est particulièrement cool si tout le monde va à sa bibliothèque puis dit « Vous ne l'avez pas? » Là, tout à coup, je suis dans toutes les bibliothèques. Ça donne le faux mot au libraire. Ça donne le faux mot au libraire, exactement. Okay. Puis moi, je reste un auteur émergent, peu connu. Je suis dans tous les salons du livre, ou la plupart. Là, j'arrive de celui de l'Estrie. Puis après ça, Rimouski dans 2 semaines. Le salon du livre de Rimouski qui est du 6 au 9, je pense, novembre. Puis après ça, Montréal à la fin du mois, puis etc. Fait que c'est des belles occasions pour rencontrer des lectrices et faire des belles rencontres d'auteurs aussi. Puis ça, comment t'as lancé ça, ce livre-là? T'as-tu fait un événement spécial? Oui, oui, j'avais fait un show pour Furé Masala, une espèce de show punk qui se passe à l'époque où j'avais mon band punk d'adolescence. T'avais ressorti des vieux bands. Ouais, comme show retrouvailles, on rassemble des gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps, puis c'était super le fun. J'avais fait ça en 2024 pour Furé Masala. J'ai refait la même chose pour celui-là, parce que j'écris de l'autofiction qui se passe à une autre époque de ma vie. L'événement que je fais est un événement rassembleur pour les gens de cette époque-là. Fait que là, on a fait un show à Joliette, à l'Albion. Tu connais l'Albion? Ouais. Bonne bière. Bonne bière, bonne bouffe. Puis, on a fait un show comme en fin de soirée, des bands hardcore que j'avais en 2010. C'est ça. C'était une place... Je pense qu'on n'a jamais joué avec ces bands-là à l'Albion, mais on a joué avec d'autres projets, puis tout de suite après, fait que ça pouvait fitter un peu. Puis comme mon lancement purement littéraire en librairie est à Montréal, les Racines Landaudoises, j'étais comme, je fais un événement dans la Naudière, un événement à Montréal, puis ça couvre un peu mes bases. Fait que quelques jours plus tard, après le show hardcore à l'Albion à minuit, quelques jours plus tard, j'avais un 5 à 7 dans une librairie pour les vrais littéraires. Les pédants. Disons-le, les pédants. J'avais l'affaire pour les crottés puis l'affaire pour les pédants. C'est ça, je comprends. Une affaire pour chaque. Ben, c'est la dualité du journaux dans ton livre. Mm-hmm, il est mi-pédant, comment t'as dit ça? Crotté? Crotté. Ouais. Mi-crotté, un poêle qui se prend pour l'élite. Je comprends. En tout cas, on le conseille à tout le monde. Allez chercher ça.
Yes. Ta copie est un peu sale, je remarque. C'est pas ma copie. J'étais gêné de la montrer à l'écran. C'est pas qu'elle est sale, c'est que croche. je sais pas si le monde peut voir. Désolé pour les gens à l'audio, mais elle est croche, ma copie. Mais c'est pas qu'elle est venue comme ça quand tu. Non, c'est parce que toi, t'as commencé à aller, t'as dit c'est de la dompe, t'as commencé à essayer de le déchirer. Je l'ai tellement fait épais, il est bien épais, fait que ça empêche les gens de le déchirer, ça les oblige à continuer. Ouais, c'est mon truc. Ça lui donne une petite curve. Ouais. Ouais, non. Mon premier était moins épais, il avait comme 100 pages de moins. Ouais, ton premier, je l'ai déchiré. Mais ça se déchirait super bien. Mais lui, j'ai vu ce problème-là apparaître. Puis tu sais, c'est comme... C'est le processus d'itération, hein, l'essai-erreur. Plus qu'on avance, plus qu'on apprend de nos erreurs. Là, je fais comme, il sera plus déchirable. Fait que j'ai rajouté 100 pages vides. On fait-tu un 75 minutes sur comment que ton livre n'est pas déchirable? Ok, c'est bon. Ouais, fait qu'à part de ça, tu voulais qu'on ait une petite conversation sur les jeux vidéo qu'on joue ces temps-ci. Mais en fait, c'est même connecté à ce qu'on vient de dire parce que comme... à peine, là, mais parce que comme je faisais mon lancement puis ces affaires-là, j'ai pris un mois sabbatique, j'ai pas pris de contrat, tu sais, je travaille autonome, fait que j'ai pas pris de contrat, c'était bien mollo. Je faisais tout mon effort là-dessus, puis j'essaie aussi de juste décompresser un peu. Fait que j'ai commencé à prendre l'habitude, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise habitude, mais de downloader des jeux indie qui se passent full vite, puis genre, jouer un jeu par semaine. Fait que j'ai full joué à des jeux vidéo. Mais des petites affaires, là, tu sais. Puis c'est pas dans mes habitudes, moi. Le jeu vidéo fait pas partie de ma vie normalement, mais là, c'est cool. Dans le dernier mois, j'ai joué à plein de petits trucs. T'as joué à quoi? J'ai joué à Stray. Le jeu avec le chat et les robots. Tu connais? T'as-tu déjà joué? J'ai vu des images, j'ai jamais joué. Je pense comprendre que le jeu, c'est qu'on contrôle un chat qui a quelque chose sur son dos, une caméra ou un... Ouais, ben, tu sais, ce que sur son dos, c'est un espèce de backpack. C'est juste pour... Tu sais, ces affaires-là d'un jeu. T'es un chat, pis si t'avais pas de backpack sur ton dos, t'aurais pas d'inventaire. Fait que tu sais, ça limite... Je comprends. Ça reste une espèce de jeu qui a des racines dans le RPG. Tu sais, tu découvres... Tu enquêtes sur des trucs, là. Des fois il te faut un item, des fois il faut carrément que tu ailles juste porter un objet à quelqu'un, whatever. Tu sais, c'est des missions de même. T'es comme un chat dans un monde post-humanité, genre? Ouais, fait que les humains n'existent plus depuis longtemps. Il y a seulement que les robots. Puis les robots vivent dans une espèce de ben, il y a des sections de villes, là, je veux pas vendre de punch quoi que ça, mais il y a des sections de villes habitées par des robots, mais tu sens les classes sociales. Tu commences l'aventure dans une section qui est vraiment des slums, c'est ghetto, c'est des robots pauvres, ils connaissent rien à la vraie vie, ils savent pas trop c'était quoi les humains, tout est un mystère, puis ils sont pognés un peu dans leur crasse. Puis là, tu vas essayer de t'élever à travers ça, puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au sommet des gratte-ciels, il y a comme un lien vers un autre monde, puis là, ce compartiment-là, tu le quittes, puis tu découvres comme qu'est-ce qu'il y a au bout des égouts, qu'est-ce qu'il y a au bout de... Puis tu te rends compte qu'il y a plein de petites sociétés de robots, puis ils essayent de survivre dans ce monde-là. En fait, c'est facile pour eux de survivre, mais ils essayent de faire sens du monde à travers leur survie. Puis toi, pourquoi t'es un chat? Mais parce que ça commence, puis t'as ta petite gang de chats, t'as comme tes amis de chats, puis tu te promènes, puis c'est la jungle, puis tu tombes, dès le début du jeu, tu tombes dans une cinématique, là, t'as pas de contrôle là-dessus, tu tombes dans une espèce de ville en dessous de la ville, en dessous de la ville, en dessous de la ville. Puis là, c'est habité par des robots. Il y a plein de néons partout. C'est super futuriste, mais c'est cyberpunk au bout. Là. C'est comme crotté. Puis là, tu te rends compte qu'eux, ils connaissent pas que l'extérieur, ça existe. Le monde d'où toi tu viens, c'est utopique pour eux. Mais toi, tu veux juste y retourner. Tu veux retourner, genre, voir ta gang de chats. Fait que c'est super minimaliste comme... Les robots semblent être un genre de placeholder d'humains, là. Ils ont full de personnalité. Okay. Ouais. C'est dans le fond, longtemps après que les humains n'existent plus, les robots ont fini par acquérir une âme. Une conscience. Une conscience. OK. Fait qu'ils ont de la personnalité, c'est pas une intelligence artificielle froide. Ils ont des buts d'envie. Fait que dès que l'histoire commence, tu rencontres quelques robots qui, eux, croient que le monde extérieur existe, qui sont victimes d'une espèce de conspiration contre les gens du ghetto. Là. Okay. Puis ils font comme, non, il y a quelqu'un qui a le contrôle là-dessus. On pourrait aller à l'extérieur. On veut vivre l'extérieur. On veut voir l'extérieur. Puis il y a comme des images, à travers la ville un peu brumeuse, cyberpunk, pleine de néons. Il y a comme des peintures d'une forêt, genre. Vraiment, on a entendu parler de ça. Tout. Okay, fait que eux, quand ils voient le chat représente quelque chose pour eux. Personne n'a jamais vu de chat. C'est comme une preuve un peu que le monde extérieur existe. Non, ben, oui, mais en fait, c'est juste...
T'es quoi, toi? Ah, ok, ouais. Puis il existe des créatures. Il y a des robots, mais il y a aussi des créatures qui mangent les robots. Ces espèces de bébites qui se sont développées, genre qui bouffent du métal. Fait que, au début, il y a certaines personnes, certains robots qui te prennent pour ça, puis ils t'attaquent, genre. Puis là, ils font comme, ah non, t'es pas une de ces créatures-là qui mangent les robots. T'es quoi de bord? On comprend pas. Puis là, assez vite, tu deviens comme un allié, puis ils font comme, ah ben, on sait pas t'es quoi. Mais t'es utile parce que tu peux passer d'un petit crack, parce que t'es un chat, puis tu peux monter. Puis ça, c'est le gros... Tu sais, là, on parle de démiurgie, de flavor, mais au niveau gameplay, ce qui est le fun, c'est que t'as vraiment... Moi, je trouve que t'as vraiment l'impression que t'es un chat. ça, c'est le point de vente de Arkham City. Genre, t'as vraiment l'impression d'être Batman. Mais tout est dans les mouvements disponibles puis les interactions. Tu sais... Il y a du platforming à faire. Puis le platforming. Y a-tu des casse-têtes, genre Oui, il y a toutes sortes de choses. Puis des fois, il y a des choses qui sont un peu. Ça, c'est pas leur tasse de thé. Puis ils t'ont mis tel genre de puzzle. Puis les développeurs, c'est pas le genre d'affaire qui est le plus cool à faire. Puis pourquoi ils ont mis ça. Ou genre, chase scene, un moment donné, t'as une poursuite. Puis tu fais comme, c'est pas un jeu de poursuite. Là, ils ont plugué ça. Fait que d'un tableau à l'autre, d'une évolution de l'histoire à l'autre, des fois, t'as des espèces de... Je sais pas comment appeler ça. Des espèces d'incartades dans d'autres styles de gameplay. Puis c'est hit or miss. OK. Mais le gameplay principal, c'est du platforming puis des interactions avec les robots. De l'exploration. Exploration. C'est un monde ouvert, quand même limité. C'est un monde ouvert où t'es un chat puis tu te rends compte comme... OK, fait que là, je suis dans une ruelle, il n'y a rien, mais il y a un air clim qui est genre en hauteur là. Puis je suis un chat. Tu t'approches dans la clim, puis t'as le bouton d'interaction s'allume, genre tu pourrais jumper. Fait que t'as de la verticalité. Il y a beaucoup de travail avec la verticalité, avec les trucs à longue distance, ou genre une poutre qui est tenue par une grue, puis le chat se pitch d'un bord de la poutre commence à vaciller sous le poids du chat, sous le momentum, puis tu peux te rendre au bout de la grue, puis là, aller sur l'autre building, genre, fait que tu peux te promener de toit en toit. C'est full le fun, cet aspect-là, puis visuellement, c'est beau. J'ai bien aimé ce truc. Cool. Ouais. Mais le jeu est très court. OK. Gros défaut, puis je pense que ça vient avec le fait que c'est un indie game puis il est pas cher puis tout. Moi, j'ai pogné en spécial. Il est peut-être un peu cher en vraie vie, mais moi, je l'ai pogné très peu cher. C'est que quand tu arrives à la fin du jeu, il y a comme une conclusion qui est super intéressante, mais qui feel pas comme une conclusion. Ça feel comme la fin d'un premier acte d'un long jeu. Est-ce que tu sais s'il prévoit faire une suite? Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais ça, j'ai vraiment comme eu, ok, c'est pas un sentiment d'accomplissement, c'est un sentiment de, ok, là, l'aventure s'ouvre vers le vrai jeu. On était dans un long tutoriel, mais c'est parce que c'est un jeu qui se joue en même pas 10 heures, fait que ça va de soi que je fais comme, bon, ben, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, il y a une certaine conclusion dans l'arc émotif, narratif, mais j'ai à peine joué au jeu. C'est le feeling que j'avais dans les mains, tu sais. Mm-hmm. Fait que, feeling un peu de fin du premier tome d'une trilogie plus que fin de l'histoire. T'en aurais pris complète. plus. Absolument. Ouais. C'est vrai que quand un bon jeu indie fonctionne, là, puis ça clique, puis des fois on a l'impression que le budget ou les moyens du studio fait que ben là, à un moment donné, il faut que le jeu finisse. Puis on est habitué à des jeux qui durent des 30-40 heures. Là, fait que... Mais aussi, le fait que c'est extrêmement narratif, c'est pas vraiment open world, tu fais ce que tu veux, toutes sortes d'affaires arrivent. C'est très narratif. Fait qu'ils ont écrit une histoire. Puis là, tu passes à travers genre, certaines étapes, des interactions qui sont clés, puis tout, tu découvres des nouveaux environnements. Il y a comme un point où ils ont plus le budget pour développer plus. Mais même chose aussi pour l'esthétique qui est magnifique, puis le gameplay qui est quand même facile. Puis je trouve que tout est winner. Mais si tout est winner, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est allé dans tout ça. Exact. Il ne reste plus d'argent pour allonger le jeu. C'est tout à fait naturel. OK. Straight. Ah, je vais surveiller ça. Je vais le wishlist. Ouais. Je vais le mettre dans ma liste de souhaits. Toi, t'as joué à quoi récemment? Je sais que t'es bien plus un gars de jeux vidéo que moi. Fait que... j'ai joué à Pacific Drive. Qui est en fait, c'est un jeu, le point de vente, si tu veux, le pitch là, de Pacific Drive, c'est que tu as un véhicule qui est comme un vieux station wagon, puis tu dois entretenir ce véhicule-là pour circuler à travers une zone d'exclusion, qui est un peu comme, je sais pas si tu connais Stalker,
Ou, non? Non. En fait, on a parlé il y a longtemps de Annihilation. Ouais. Bon, fait que tu sais, ce genre de zone-là d'Annihilation, il y a un petit peu le même concept. Puis on se retrouve comme prisonnier de cette zone-là, puis on doit la naviguer avec notre station. En mettant des upgrades sur le station une fois de temps en temps, en le gardant en état, puis il nous sert un petit peu comme de protection contre tous les dangers de cette zone-là. Tu joues un véhicule? Non, tu joues un personnage qui... Fait que vraiment, là, tu peux entrer dans le véhicule, démarrer le véhicule, le mettre en drive, allumer les clignotants, éteindre les clignotants. Ouais. Quand tu es dans la voiture, tu vois l'habitacle, puis tu peux contrôler la caméra de ton personnage du véhicule. Fait que il y a tout plein d'anomalies qui peuvent arriver. En fait, tu explores cette zone-là, puis il peut y avoir genre des phénomènes magnétiques étranges. La caméra peut se revirer puis voir l'habitacle dans d'autres, comme un 360. Ouais, tu peux conduire puis regarder par ta fenêtre de passager. Tu peux faire tes angles morts. Ouais, tu peux faire... Nice! En fait, c'est le sous-titre un jeu réaliste. Pacific Drive Angle Mort Simulator. Wow, OK. Tu fais ton racra. C'est ça, oui. Fait que non, il y a une belle petite démiurgie aussi. C'est comme pseudo-science. Il y a une compagnie qui faisait des recherches sur la physique étrange, puis ils ont comme scrappé cet environnement-là. OK. Il y a de la radiation partout. Il arrive des genres de tempêtes électromagnétiques, des portails qui s'ouvrent, des créatures étranges. Puis ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de combat. On dirait qu'il y a beaucoup de combats dans les jeux. Là, c'est vraiment de l'exploration puis de l'entretien de ton vieux station. Que tu peux comme... Mais c'est cool, je pense que j'aimerais ça jouer à ça. C'est-tu... Là, moi, j'ai parlé d'un indie game tout petit, mais c'est-tu comme un jeu volumineux? Ça feel indie, là. Non, en fait, oui, parce que c'est un jeu un peu comme un roguelike, c'est-à-dire que tu pars de ton garage, tu choisis où est-ce que tu veux te rendre, puis quand tu quittes avec ton véhicule, c'est généré, comment on appelle ça? C'est procédural. Ouais. Fait qu'il y a comme différents biomes que tu peux explorer, puis à un moment donné... Mais c'est un RNG. Ouais, exact. Qui génère au hasard, aléatoirement. Fait que d'une game à l'autre, c'est différent. Ouais, puis t'as des modificateurs sur certaines... Ils appellent ça des jonctions, là, les lieux où tu peux vraiment conduire puis te déplacer. Chaque jonction a une sortie qui mène vers une autre jonction. Puis à un moment donné, ben si tu ramasses assez de... MacGuffin là, qu'il y a dans le jeu, mais là tu peux comme ouvrir un portail puis retourner au garage. Fait que là, quand tu ouvres le portail, la map se met à rétrécir, puis si tu t'échappes pas assez rapidement du portail, ben t'es cuit. Mais quand tu meurs, tu retournes au garage. C'est juste que tu perds tout ce que tu avais looté. C'est vraiment de l'exploration, ramasser du matériel, puis quand tu retournes au garage, ben là tu peux rajouter des choses sur ta voiture pour la rendre plus performante, qu'elle te protège, fait que c'est ça. Ouais. Cool. Fait que c'est beaucoup... je te dirais que c'est ça la loupe, fait qu'elle peut être longue. Tu peux mettre beaucoup d'heures dedans. T'as pas fini de jouer. J'ai pas fini de jouer encore, puis j'étais à une quarantaine d'heures. Là. OK. Fait que faut que la loupe me plaise un peu pour que je l'aie joué, mais je trouvais ça intéressant d'avoir ce véhicule-là. Puis je sais pas, c'est rare qu'on voit ça, là. Tu sais, d'habitude, on conduit une voiture, puis là, tout d'un coup, la caméra devient un point de vue de voiture, mais là, tu restes ton personnage. Quand tu me l'as décrit au début, je me suis dit, il y a peut-être pas de personnage, c'est peut-être Rocket League, là. Non. T'es le véhicule, puis tu fais tout en tant que le véhicule, mais c'est cool d'être dans l'habitacle, de pouvoir faire ton racra. Tout ça, ça me séduit. En fait, tout le reste, je m'en fous. Des fois, t'es forcé de sortir de ton véhicule pour faire quelque chose, mettons, parce que le char passe pas une place. Fait que là, t'es comme en danger un peu parce que t'as pas vraiment d'armes. Puis là, il y a comme une genre, je sais pas, le fameux MacGuffin qu'il faut qu'on ramasse, mais quand on l'enlève de son socle, tout l'environnement se met à chier. Il y a des tornades, il y a des piliers de terre qui sortent de terre, il y a des... fait que là, tu cours vers ton char avec la bébelle dans tes mains pour la remettre dans l'auto, tu sais. Fait qu'il arrive... ça crée des situations assez... Le transfert de point de vue pour la caméra d'aller dans l'habitacle, c'est-tu clunky? Parce que ça serait gossant. Non, quand tu ouvres ta porte, le personnage s'assoit dans l'auto, puis ça se fait vraiment facilement. Puis tu peux ouvrir la porte sans entrer dans le véhicule si
tu veux. Puis est-ce que toute l'histoire va se passer dans la zone d'exclusion? Puis dans le garage. Dans le garage. Puis il y a comme un cast de personnages qui peut te parler avec une radio. Fait que c'est comme ça que l'histoire se déroule. Là, c'est ces personnages-là qui t'envoient faire des affaires pour t'aider à échapper, à sortir de la zone. Ouais. Mais pour sortir de la zone, il faut que tu rentres plus profondément dans la zone, évidemment. Là. Mais c'est un très petit cast. Ils sont 3. Fait que vous êtes comme une équipe de 4. Ouais, mais tu les vois jamais, tu les entends. En classique indie fashion. Ouais. Un peu comme, mettons, si c'était un hippopotame, une grenouille, puis un faucon qui se tiennent avec ton renard. Mais même là, on le voit, Peppy. Est-ce qu'ils disent « Do a barrel roll! » Mais on le voit, Peppy, quand il te parle. Oui, dans Pacific Drive, on voit rien. Okay. On sait pas de quoi qu'ils ont l'air, on sait pas. Mais tu sais, ils sont très colorés dans leur façon de parler. Puis, c'est ça. Fait que Cool. Je l'ai pogné à rabais aussi. Fait que des fois, tu sais, gamer indie à rabais, ça revient moins cher. Ouais. Tu veux que je te parle d'un autre petit jeu? On n'a pas le temps. Je dirais qu'on n'a pas le temps. Okay. On garde ça pour la prochaine fois. Je te parle de quoi, par contre? OK. J'ai joué à 3-4 affaires. Mais il y a un jeu là-dedans que je voudrais pas en parler en varia avec toi. Je voudrais qu'on l'attaque pour un vrai épisode comme du monde. Ah ouais, OK. C'est un jeu qui met de l'avant la démiurgie, qui en fait te force à faire de la démiurgie dans le cadre du gameplay. Ah ouais? Ouais. Fait que je nous le mets, là, ça s'appelle Chance of Sinar. OK. J'ai déjà joué, je vais rejouer. De toute façon, c'est une expérience qui était faite pour moi. Là. C'est un jeu fait pour moi. Peut-être qu'il y a plein de gens qui trouveraient ça à chier parce que des gens n'aiment pas la démiurgie. C'est pas cher. C'est un indie game. C'est assez court. Il y a ses qualités et ses défauts, mais il y a absolument une conversation à avoir dans le cadre de Comme du Monde sur ce jeu-là. OK. Combien? Je sais que tu es en train de regarder. Il y a une démo gratuite. Ouais, démo gratuite. Mais... Puis en ce moment, il est pas en spécial. Prix régulier, 26$. Je l'ai pas payé ça, moi. Ah non? Non. Mais tu vois, je l'ai wishlist. Puis quand il sera en spécial, je jouerai à ça. Puis, OK. Ben, en tout cas, à voir. Ou sinon, tu viendras jouer chez nous. Ah, bonne idée. Cool. Fait que je nous mets ça à l'agenda pour un prochain épisode. Chance of Sinar. Puis pour les gens qui nous écoutent, peut-être c'est une belle occasion de jouer à un jeu, puis après ça, nous partager ce que vous en avez pensé quand on le couvre dans un épisode. Exact. Cool, on part ça? Yes! All right. On parle de quoi aujourd'hui? Ah oui, fais-nous. Si tu viens de te joindre à nous, t'es sur les ondes de choc. Et on est en train d'écouter Comme du Monde, le meilleur podcast de démiurgie avec Joël Martin. Et Julien Lefort. Puis aujourd'hui, on parle d'astronomie. Oui. Ah, t'es bon, t'as pas... Toutes les fibres de mon corps veulent dire astrologie, mais non, j'ai dit astronomie. C'est tellement plus le fun, l'astrologie. Ouais. Ah, tu trouves? Ben, c'est plus coloré. Oui, c'est plus coloré. Non, c'est pas vrai. L'astronomie dépasse même le spectre des couleurs visibles. C'est ça. Ouais, fait que c'est bien plus coloré. Ah ouais. Fait que c'est quoi l'astronomie? On avait noté astronomie, galaxie et astres. Fait que dans le fond, quand on crée un univers, quel est l'intérêt qu'on peut porter et pourquoi le porter à, dans le cadre de cet univers, la carte du ciel? Fait que ça, c'est un aspect, je pense, qui est important. Du point de vue des peuples qui habitent ton univers, quand tu regardes en haut, c'est quoi qu'il y a? C'est quoi leur relation avec le ciel? Puis d'une façon peut-être moins pertinente pour la plupart des histoires qu'on voudrait raconter dans ces univers-là, c'est comment les étoiles se sont créées ou ce genre d'affaires-là. Je pense que ça peut avoir comme un certain intérêt en termes démiurgie pure, comme on en parle des fois. Là. Ou en science-fiction dure. Ou en science-fiction dure. Ouais. OK. Fait que tu veux commencer où? Ben, je pense que je veux commencer sur le point de vue des sophonthes de ton univers. Cool. Comment eux, en regardant le ciel, comment ça peut les influencer, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça quand on crée un monde, là, dans le fond. Là. Ça te va-tu de commencer avec ça ou tu avais un autre plan? C'est parfait. Est-ce que ça serait hâte que je dise non, j'ai un autre plan? J'ai un autre plan. Là, fuck moi, you. j'aimerais ça qu'on fasse ça différemment, Julien, OK? Ouais. Non, c'est parfait. Fait que dans le fond, c'est très, très, très... je pense que c'est très secondaire, c'est très comme champ gauche pour la plupart des histoires narratives, mettons, d'étudier les constellations ou la carte du ciel. Mais certaines histoires vont être axées là-dessus, vont avoir vraiment un intérêt là-dessus, ou je pense pour beaucoup de créations artistiques, c'est un backdrop qui est intéressant à développer. Mm-hmm.
Mais mettons, on a joué ensemble à Outer Wilds, c'est extrêmement pertinent. C'est central. Central. Ou quand tu regardes, comme tu dis, Star Trek. Ouais. C'est central. Ouais. Mais même Star Trek, des fois, ils vont balayer ça un petit peu. Il y a une planète là. Puis, je pense que quand on va arriver dans un monde où il y a une étoile qui est en fin de vie, puis là, on doit évacuer la planète parce que il va y avoir un supernova, ben là, OK, faut que tu y réfléchisses à ce système-là. Puis c'est quoi une supernova? C'est un concept qui est tellement en dehors de notre quotidien que ça fait partie de la réflexion science-fictive. Oui, exact. Ouais. Sauf que je pense que si tu penses à un monde, puis dans ton univers, il n'y a pas de voyage spatial, il n'y a pas d'exploration spatiale, ben nous, en tout cas ici, les étoiles et les astres nous ont vraiment modelés. Fait qu'il y a des tentacules parce que tu dis que c'est un backdrop puis du fluff, mais ça entre ces tentacules dans toutes les autres sphères de ta démiurgie. Là. Genre ta religion, mettons. Vrai. C'est aussi une des rares choses que l'entièreté de l'expérience humaine à travers les époques et les âges partage. Mm-hmm. Entre moi et un homme des cavernes, on a les mêmes étoiles. À peu près. À peu près. Ouais, ça a changé depuis, là, mais... Ou entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. C'est pas exactement les mêmes constellations, mais c'est quand même quelque chose qui a toujours existé pour tout le monde. OK. Tu sais, dans le sens où il y a des civilisations complètes qui n'ont jamais vu la neige. Ouais. Mais il n'y a pas de civilisations complètes qui n'ont jamais vu d'étoiles. Non. On est d'accord. Enfin! Bon, ben c'est la fin de Comme du Monde. Ça se termine aujourd'hui. Enfin, on est d'accord sur quelque chose. Tu m'as convaincu. OK. Fait que, moi, comment ça peut être intéressant de développer cet aspect-là dans ta démiurgie, l'aspect on regarde en haut. Puis... Ben, je pense que premièrement, là, tu as nommé religion. Là, okay. c'est un point important parce que effectivement, combien de prophéties du retour de la comète, puis combien d'histoires comme ça on a vu, ça fait partie de beaucoup de fantasy, très très fort en fantasy, mais genre si tu développes une société, il y a un regard vers le ciel qui existe. Ce regard vers le ciel-là, souvent, il est teinté de mysticisme, puis juste de questions-réponses, d'où on vient, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les patentes qui brillent. C'est des grands mystères pour un peuple de Sophonthe. Puis ces mystères-là, souvent, les réponses vont être inventées. On va trouver les réponses dans... c'est le Skyfather qui est... ou c'est la mère nourricière qui est montée dans le ciel puis qui vit là maintenant. C'est les ancêtres qui nous regardent. C'est toutes ces réponses. Quel paramètre qu'on doit mettre comme sur notre liste de choses à faire là, pour notre monde, mettons. Là, on réfléchit à quoi? On réfléchit à l'étoile, on réfléchit aux lunes, on réfléchit... Je pense que tout ce qui est visible dans la carte du ciel, que ce soit les étoiles, les planètes, les lunes, premièrement, à un certain point d'évolution, peut-être qu'on est capable de différencier ces choses-là, mais je pense que à la base, une société qui se développe, une civilisation qui se développe sans avoir aucune science, va voir des corps célestes, peut-être faire des erreurs sur c'est quoi qui est... Tu sais, l'étoile du matin, c'est Vénus. Exact. C'est pas tant une étoile, finalement. Non. C'est fait qu'il y a des erreurs qui se créent dans la mythologie, Puis, le concept des constellations, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, ou plutôt, ça me fascine à quel point le concept d'une constellation, c'est hautement trompeur. Ouais. Parce que ça n'existe pas. Une constellation, c'est un angle. C'est un arrangement qui existe que du point de vue de l'observateur. Exactement. Ouais. C'est hautement dépendant de où la planète se trouve, puis où l'observateur se trouve sur la planète à moindre mesure. Fait que c'est des étoiles dans une constellation qu'on va tirer des liens, connect the dots. Sont à plusieurs millions d'années-lumière de l'une de l'autre. Ouais, il y en a une qui est super proche de notre système solaire, l'autre qui est super loin, mais dans notre point de vue, avec l'angle θ qu'on a, ils sont full proches l'une de l'autre, puis nous, on est loin. Ouais. Puis ce rapport-là, donc, c'est vraiment, vraiment juste de regarder des points et des points et des points, puis de voir lesquels nous inspirent une forme. C'est comme regarder les nuages, puis... Trouver des canards dans les nuages. Trouver des canards. C'est tout le temps des canards. canards. Ouais.
Ou des lapins, là, dépendamment de comment tu le regardes. Ouais, un canard et un lapin, ça me m'en fait, on est d'accord là-dessus. Ouais. Un lièvre et un hurrah, c'est ça. C'est des pairings comme ça. Ouais. Fait que oui, je pense que les constellations deviennent très facilement des figures, des symboles, et là, on peut former une religion autour ou développer une religion à part, puis ensuite la corroborer avec ce qu'on a vu dans le ciel. Je serais curieux, parce que j'ai pas fait ma recherche dans ce sens-là pour l'épisode d'aujourd'hui, mais je serais vraiment curieux de voir quelles sont les civilisations qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas été inspirées par... Ils n'ont jamais fait ça. Par les étoiles, d'aucune façon. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui a un lien avec les étoiles. Les étoiles, c'est un grand mystère. Mais c'est sûr qu'il y a des outliers, c'est sûr qu'il y a des cas de figures de non, les étoiles, on s'y intéressait pas vraiment. Impossible. Mais entre les Grecs qui font juste voir des constellations puis expliquer leur propre mythologie à travers toutes ces choses-là se retrouvent dans le ciel, puis les Mayas qui regardent les étoiles pour ce qu'elles sont avec un peu plus un point de vue scientifique, et que ce point de vue scientifique-là et ces vrais calculs-là viennent motiver un calendrier qui légitimise un roi en position de pouvoir qui est un dieu sur Terre. Il y a toujours des liens à faire, et quand vous construisez votre propre démiurgie, faire ces choix-là en amont, puis dire, ben les étoiles servent à quoi pour cette civilisation-là ou cette civilisation-là, c'est super intéressant. Surtout si on a un monde habité par plusieurs sophonthes et qu'on est game d'aller développer des civilisations différentes pour chacun, des cultures différentes pour chacun, et donc une interprétation différente de ces étoiles-là pour chacun. Absolument. Fait que la même comète qui passe dans le ciel de tout le monde est interprétée complètement différemment pour groupe de sophonthes A, groupe de sophonthes B. Ça peut être un mauvais augure pour une catégorie de sophonthes, puis c'est célébré comme étant un événement de joie et de jubilation pour un autre. Oui, exactement. Puis c'est toujours ça. C'est dans le sens où c'est tellement mystérieux et incompréhensible qu'il y a toujours une interprétation. Je pense pas que ça peut être laissé à ah ouais, une affaire une affaire. Et il y a personne qui essaye d'en tirer du jus, tu sais. Comme la scène dans Le Roi Lion. Des bulles de gaz qui brûlent à des billions de kilomètres. Oui. Ouais? Non, je sais pas de quoi tu parles. Puis dans le mythe du Roi Lion, dans leur démiurgie, on sait pas, peut-être que c'est Simba qui a raison, puis chaque étoile est un ancêtre, ouais. Un des lions qui était roi, puis qui a trouvé sa place dans la voûte céleste. Ouais. Ça peut être valide pour ton univers aussi. Là. Tu peux expliquer le ciel d'une façon qui marche pas pour nous ici, mais qui dans ton monde, c'est la version canon. Oui, c'est la version... mon exemple go-to, c'est Tolkien. Ouais. Mais c'est ça, hein, dans Tolkien, il y a une explication du cosmos qui n'a rien à voir avec la nôtre. Le monde n'est pas rond, tu sais, c'est la planète, etc. Le monde est flat, mais aussi il y a un dôme au-dessus. Dans ce dôme-là, il y a des étoiles. Ces étoiles-là sont quelque chose, puis il y a une déesse des étoiles, Varda, puis etc. Mais aussi, il y a une étoile là-dedans qui est vue comme étant mobile. Donc, déduction rapide, c'est une comète récurrente, probablement. Ouais. C'est pas une étoile filante qui est passée une fois. Cette étoile-là a le Silmarillion au complet est un livre qui explique pourquoi cette étoile-là existe. Cette étoile-là ou cette comète-là? C'est nommé comme une étoile, mais une étoile mouvante. Fait que, okay. Entre toi et moi, c'est pas une étoile. Ouais. Mais de toute façon, dans la définition que Tolkien donne au monde, ben là, c'est quoi qui est une étoile? Si le cosmos, c'est juste un dôme là, on est plus dans la cosmogonie là, de ton monde. On tombe dans la cosmogonie, mais tu sais, les étoiles existent dans une cosmogonie qui ne fit pas avec la nôtre, où il n'y a pas d'espace intersidéral. Fait en quoi les étoiles existent de bord? Qu'est-ce que c'est réellement les étoiles? Des taches sur la version de Timon, là. Ouais. Des taches sur le dôme de Truman Show. Ouais. Ou ça pourrait être des trous percé dans une toile noire, puis la lumière nous parvient de l'autre côté de cette toile-là. Je vais revenir à Stray. Ouais. Dans Stray, il y a des points dans le ciel qui semblent être des étoiles, puis assez rapidement, tu découvres que c'est des espèces de points lumineux, c'est des spotlights. Puis... Voilà. Ouais. OK. Fait qu'on est un peu dans Truman. Ouais.
qui est quand même... Il n'y a pas de démiurgie en tant que tel dans le show Truman. C'est juste que c'est une réalité qui existe pour ce personnage-là. Donc, dans Stray, c'est une réalité qui existe pour ces robots-là. Donc, eux regardent vers le haut et interprètent ce qu'ils voient. J'irais jusqu'à dire que dans Truman Show, il y a beaucoup de démiurgie. Il y a même un démiurge dans le film. Ouais, en chef. Ed Harris. Christophe, le réalisateur. Avec son petit chapeau de réalisateur. Avec son petit chapeau de réalisateur, son béret de réalisateur. Parce que sans béret, tu peux pas réaliser quelque chose sans béret. Puis, moi, je réalise pas ça. C'est vrai, t'as raison. Mais oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui crée tout ça, puis fait qu'il se fait son microcosme. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur ce point de vue-là que les humains... T'avais-tu comme quelque chose en tête en particulier? Pas les humains, mais les sophontes. Comment ils voient le ciel? En fait, là, on a parlé beaucoup des étoiles lointaines, mais je pense que la chose qui nous influence le plus à chaque jour, c'est notre étoile dans notre système solaire à nous, fait que notre soleil ici, qui nous illumine la moitié du temps. Fait que je pense que de passer par cette étoile-là, c'est sûr que tu peux toujours avoir la règle 0, puis il y a de la lumière le jour, puis d'acide dans ton monde, puis tu t'en fous. Mais si tu crées plusieurs univers ou si tu fais de la démiurgie pour faire de la démiurgie, je trouve que quand tu tombes dans le trou de lapin, de commencer à jouer avec les paramètres de ton soleil, de l'étoile, je sais pas comment, nous on l'appelle le soleil, mais dans ton univers, appelons-la l'étoile centrale, ou je sais pas, ça peut être le soleil de ton monde. Oui. C'est l'étoile autour de laquelle ta planète tourne. Là, exact. Mais quand on commence à jouer avec les vrais paramètres, les paramètres qui existent dans notre monde à nous, on commence à avoir des résultats qui sont intéressants. Exemple, changer le spectre lumineux, je sais pas comment t'appelles ça, mais le spectre lumineux. Il y a des étoiles qui illuminent dans l'infrarouge. Ça existe, là. Fait que oui. Moi, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans que j'ai découvert en faisant ma recherche, que je trouve vraiment, vraiment cool. Puis j'avais jamais réfléchi dans ce sens-là, mais la raison pour laquelle, tu sais, j'ai toujours pris pour acquis, je sais que le spectre de lumière est très, très large, infrarouge, ultraviolet, mais il y en a beaucoup, tu sais. Dans le fond, c'est le spectre de lumière, mais c'est le spectre électromagnétique qui s'étend aux micro-ondes puis aux rayons gamma. Qu'est-ce qui fait que ça adonne que notre étoile est exactement dans le... elle nous donne la lumière qui est exactement dans ce qu'on est capable de voir, puis ça donne bien, tu sais. C'est peut-être le contraire, en fait. C'est ça, ouais. Mais tu sais, c'est pas une réflexion que j'ai eue souvent. Mais je suis comme, ben oui, c'est tellement évident. Notre œil s'est développé pour s'adapter à ce coin-là du rayon là, de spectre lumineux. Parce qu'en fait, elle nous donne plus que nécessaire, là. On en reçoit des ondes dans l'ultraviolet ou dans l'infrarouge. Mais fait que notre étoile offre beaucoup, beaucoup dans la lumière qui est visible. Puis c'est juste un coin parmi tant d'autres du spectre électromagnétique. Mais parce que c'est ce coin-là que notre étoile donne, l'évolution génétique de la plupart des animaux, c'est fait pour que l'œil soit capable de détecter cette section-là du spectre. Ce qui veut dire qu'en démiurgie, si on travaille avec l'infrarouge, puis on est sur une étoile qui donne de l'infrarouge, ben, les sophontes vont avoir développé un œil, un sens pour l'infrarouge. Ça aurait beaucoup plus de sens. Puis ils ne seront pas capables de voir l'indigo. Et donc, sur une démiurgie de sci-fi dure, des peuples qui rentrent en contact qui viennent de différents systèmes solaires vont avoir ce problème-là. Un genre de clash de... Un clash de sens. Ils n'ont pas du tout les mêmes sens, ils n'ont pas les mêmes perspectives. Tu peux imaginer une espèce Je peux porter des vêtements d'une couleur qui t'est complètement invisible, dans le fond. Oui, mais aussi, tu peux, tu sais, en termes narratifs, je peux imaginer une Dream Team pour un heist où il y a un gars qui vient d'un autre système solaire, il voit dans l'infrarouge, puis il peut détecter la chaleur qui s'émane de quelque chose, puis tu sais, la nuit, lui, il peut... Ce genre-là est très, très cool à aller inspecter. Là. Ouais. Tu sais que les papillons ont plus de récepteurs, beaucoup plus, genre 5 fois plus de récepteurs que les humains. Non. Fait que nous, quand on trouve un papillon, mettons, il y a les ailes entièrement blanches. Entre eux... Ils sont colorés, ces ailes-là. Ouais, exact. Ils peuvent avoir des motifs qui nous échappent complètement. OK. Tu te sens-tu inférieur au moi, je veux dire, c'est assez simple, je pense, d'utiliser du matériel pour pouvoir... Je suis pas mal sûr que ça se fait, là, voir ce qui échappe à l'œil humain, mais je sais pas, je trouvais que c'était quand même un détail cool que
Malgré que nous, on a choisi, ou en fait l'évolution nous a donné un spectre limité, mais les papillons, eux, ont... Mais c'est vrai, je sais qu'il y a beaucoup d'insectes qui ont plus... On a 3 cônes pour 3 détecter. cônes, ouais. Puis il y a beaucoup d'insectes qui en ont une dizaine, puis Ouais. on serait de voir beaucoup de choses. Ils vont en 4D, ça a l'air, c'est malade. Ouais. Pour ce qui est de faire le hard sci-fi, de faire la construction de ton univers en termes galactiques, Ouais. premièrement, on n'a pas vraiment parlé de galaxies, mais il y a ça aussi. Là, on voit la Voie lactée. Fait que je pense qu'on peut dire la même chose sur une galaxie qui pourrait inspirer des mythes. Mais si tu veux former la galaxie pour ton univers, tu sais, on peut aller dans la vraie démiurgie hard. Fait que genre ta galaxie orbite un trou noir supermassif. Ouais. Puis moi, je l'ai fait un peu pour Gadin, puis ça faisait partie des choses que j'ai présentées des fois dans les premiers moments où j'ai commencé à présenter à Comme du Monde la géofiction. Là, mais je me rappelle de ton système solaire, mais je me rappelle pas de ta galaxie. Parce que j'ai décidé que la galaxie, il n'y avait pas grand-chose à dire. OK. Ce qui est le cas pour la plupart des créations. Exactement. Okay. Je pense que je l'ai mentionné rapidement, mais j'ai skippé parce que j'ai dit Galaxy all good. J'ai fait une galaxie qui est dans une galaxie à double spirale, qui est l'affaire la plus commune dans notre univers. Puis j'ai dit ça va être ça. Puis il n'y a rien de spécial qui se passe au niveau galactique dans Gadin. Mais au niveau du système solaire, là, j'ai développé beaucoup de choses. Ouais. Puis donc, qu'en est-il des étoiles à Gadin? C'est des étoiles. J'ai rien à dire, il n'y a rien de magique au niveau de ça. T'sais. Ton soleil, peux-tu me rafraîchir? Qu'est-ce que tu as choisi? Finalement, il n'est pas jaune, hein? Il est orange. C'est un soleil qui est un peu plus petit que notre soleil. Okay. Et parce qu'il est un peu plus petit que notre soleil, il se catégorise comme une naine rouge. OK. Dans le fond, les étoiles les plus petites, c'est ce qu'on appelle des naines brunes. Une naine brune, dans le fond, OK. Pour créer ton étoile, tu vas commencer avec une proto-étoile, tu sais, mettons, à la naissance de l'univers, peu à peu, l'hydrogène puis l'hélium... Qui se mélangent ensemble en orbite, qui va se compresser. Ouais, il va se compresser tranquillement. Puis à un moment donné, ça devient... Il y a un certain point où ça atteint un équilibre hydrostatique entre ce que la gravité impose à l'étoile, puis les fusions qui se passent à l'intérieur qui veulent aller en explosion. Donc, il y a un point où l'étoile, elle essaye de prendre du volume, la gravité la compresse. Fait que ça crée une réaction en chaîne. Ça crée surtout un équilibre, parce que là, l'étoile devient stable. Puis est stable tant qu'elle continue à fusionner. OK. Fait qu'une étoile, par définition, c'est un corps céleste qui est rendu dans cet état-là. Pas nécessairement en sa séquence principale. Ce qu'on appelle une étoile de séquence principale, c'est une étoile qui transforme de l'hydrogène en hélium. Ouais. Puis c'est la grande majorité des étoiles. Mais... Qui devient un genre de moteur nucléaire. Là. Ouais. Mais il y a différentes catégories d'étoiles selon leur grosseur, leur masse. Puis quand la masse est trop petite, il n'y a pas assez de fusion. Ça ne devient pas assez chaud pour transformer l'hydrogène en hélium. Mais ça s'appelle une naine brune. Et c'est qu'en fait, la seule chose que c'est capable de transformer, de fusionner, c'est du deutérium. OK. Je sais pas si c'est quoi. Là, non. C'est de l'hydrogène, mais avec un neutron de plus. OK. Dans le fond, c'est un hydrogène qui est un peu plus instable, différent. Il peut pas transformer l'hydrogène normal, il peut juste transformer ça. Puis c'est pas assez de fusion, c'est pas assez puissant. Fait que c'est une étoile qui fait moins de lumière. Exactement. Okay. Justement, dans l'infrarouge, ces étoiles-là vont apparaître. Ça s'appelle une naine brune, mais il y en a qui sont oranges, il y en a qui vont être fuchsia. Okay. C'est drôle, là, c'est comme quand tu peux le voir avec le télescope James Webb, capable de voir. Puis c'est vraiment comme t'as des étoiles roses. Okay. C'est pas une étoile, ça a l'air quasiment d'une planète. C'est tellement solide. C'est pas. Ça brille pas de. C'est ça qu'on appelle le T-Tauri, là? Je sais pas, c'est quoi tes théories? Je pense que c'est ça. Je vais faire les recherches pendant qu'on en parle. Non, je sais pas c'est quoi. Mais la naine brune est à peu près 1 à 8% la masse de notre Soleil. C'est tout petit. Un peu plus gros que la Terre. Puis, tes théories, c'est ça? Ouais. Ah, je pense que c'est même proto... Ah, c'est proto-étoile. Ah ouais. Cool. On n'a pas de réaction, on n'a rien qui se passe. Sa brillance vient de l'impact entre les éléments. Là, est encore en formation. Là. Mm-hmm. Ouais. Mais ça, c'est
des petites étoiles, les naines brunes. Mais si c'est un peu plus gros, comme à peu près 50% de la masse de notre Soleil, c'est une naine rouge. Ouais. Puis dans Gadine, mon étoile, c'est comme une grosse naine rouge ou un petit soleil, si tu veux. Okay. C'est un peu plus petit que ce que nous, on a, puis ce qui me permettait d'avoir une zone habitable dans les planètes autour qui était plus proche, et donc une proximité des planètes un peu plus proche, fait que les planètes apparaissent plus grosses. Puis moi, j'avais le goût de jouer avec cet angle optique-là. Fait que quand tu développes ton système solaire, si ton soleil est plus petit, tout est plus rapproché. Ouais. Les planètes sont plus proches. Ta zone habitable doit être plus proche parce que l'étoile est plus froide. Exactement. OK. Donc, tout est plus gros dans le ciel. Ouais. Ça fait comme l'espèce d'effet de, tu sais, la lune qui se couche, qui est immense. Puis, fait que j'avais le goût de jouer avec ce genre de visuel-là. Et donc, je suis allé vers ça. Puis fait que j'ai choisi mon étoile en fonction du visuel que je voulais que mon monde ait si je dessine pas une map, si je dessine un paysage. OK. Mon monde. Fait que t'es parti du point de vue de la planète, t'es parti du point de vue de ceux qui regardent le ciel. Là, moi, j'aimerais ça que ce soit gros comme ça, j'aimerais ça que ce soit placé comme ça, puis après ça, t'as refait la science à l'envers. C'est ça. Puis j'avais d'autres facteurs aussi, d'autres critères en tête. Je voulais que mes sophones soient capables de voler, certains d'entre eux, les aigles ou les fourmis, que leur exosquelette tienne. Puis pour ça, il faut plus d'oxygène, une gravité plus petite. Fait qu'il faut que la planète soit plus petite, mais plus petite dans la bonne zone habitable. Fait que tout ça était un peu un Goldilocks. Fallait que je trouve le sweet spot. Le sweet spot fitait avec tel type d'étoile, dans tel type de contexte, avec tant de planètes. La bonne planète, c'est cette planète-là. Elle a la bonne distance, donc elle va avoir la bonne grosseur, bonne température pour la bonne atmosphère, pour permettre aux sophones d'exister comme ça. Pas obligé d'être aussi rigoureux, mais même quand je dis rigoureux, j'ai été rigoureux à 95%. Rigoureux? Quand tu dis rigoureux? Ouais, c'est... Okay. Moi, je dis rigoureux, mais tout le monde fait son affaire. Là. C'est correct, j'accepte. Il y a des gens qui le prennent différemment. Mais... j'ai même pas, tu sais, j'ai été rigoureux à 95%, puis n'importe quel scientifique qui est pas dans un garde-robe comme toi puis moi, il dirait que ça n'a pas de sens pourrait m'en vouloir. Ouais, c'est correct aussi. Là. Mais j'avais le goût de jouer à la science, puis après ça, le gars des vues il peut sonner à la porte. Je pense que tu joues le jeu de la science jusqu'à temps que tu aies bien du stock dans ta soupe créative. T'sais. Puis jusqu'à temps que le jeu de la science soit plus fun. Exact. Le but, c'est d'avoir du fun, puis j'aime ça, c'est comme un puzzle. Si j'arrive à un point que j'ai une preuve que le puzzle peut pas marcher, c'est juste frustrant. Je suis comme ouais, mais il marche. C'est drôle que je me rappelais pas que c'était une naine rouge. Ça l'est pas officiellement. C'est une très 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 petit soleil, pas encore naine. Okay. Fait que c'est une étoile de séquence principale. Ouais. Dans les plus petites possibles. Ok. Juste sur le bord d'être une naine rouge. Parce que moi j'ai travaillé avec une naine rouge cet été. Je voulais. Quoi? J'étais en train de planifier une game de Stars Without Number. Ah, ok. Puis je voulais donner plus, je voulais étoffer un peu un des mondes habitables. Fait qu'il a fallu que je me penche sur la question de ça va être quelle sorte d'étoile, quel genre de caractéristiques je veux que ça donne à ce monde-là. Fait que j'avais lu un peu sur la naine rouge, puis il se met à se passer plein de phénomènes intéressants, justement, comme on disait, le fait que les planètes doivent être plus approchées, donc sont un petit peu plus soumises aux radiations, sont plus petites, mais vu qu'ils sont plus petites, ça influence le champ magnétique de la planète, ça influence aussi l'atmosphère, le champ magnétique est faible, donc ça prend une atmosphère plus dense. Si j'ai une atmosphère dense, je vois jamais les étoiles. C'est toute une réaction en chaîne, hein? Puis là tu prends toutes tes décisions en amont, fait que ça marche pas là, fait qu'il faut que je revienne puis je change la masse, ou faut que je revienne puis je change ça, puis ça. Ouais, ben moi le niveau étoile, c'est le niveau que tu peux jouer avec, puis ça tout influe tout sur change, le reste, mais tu peux décider ce que tu veux pour ton étoile au départ. Exact, ouais. Fait que c'est comme le point de base de ta décision. Fait que je voulais... en fait, j'ai fait le contraire de toi. À la place de savoir ce que je voulais, mais j'avais... Tu sais, c'est pour une game, c'est pour un jeu. Ça peut être un peu plus soumis à... En fait, ça va me donner quoi si je joue avec ces paramètres-là? Fait que ça m'a donné vraiment beaucoup de jus pour faire... c'est ce peuple-là qui ne voit jamais les étoiles va être un petit peu plus primitif, puis il n'aura pas cette curiosité scientifique-là de rechercher ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il va être un petit peu prisonnier de cette boule de gaz-là. Tu m'as parlé d'un livre d'un scientifique, un astronome qui parlait de ça, justement. Qu'est-ce qui se serait passé avec la science si on n'avait jamais eu les étoiles? Oui, j'ai entendu parler de ça sur Infinite Monkey Cage, qui est le podcast de Brian Cox. Ouais. Là, je me rappelle plus du titre du livre, mais il me semble que je l'avais... C'était Starborn? Starborn par Roberto Trotta. How the stars made us and who we would be without them. Exact. Je pense qu'il a écrit ce livre-là après avoir passé une douzaine d'années à Londres.
Puis, tu sais, c'est un astronome qui habite à Londres, donc qui ne voit presque jamais le ciel étoilé. Là. Fait que ça l'a amené dans une réflexion de genre, ben, ça fait quoi, tu sais, à un peuple de jamais voir les étoiles. Puis il abondait un peu dans ce sens-là, tu sais, que c'est cette voûte céleste-là qui a élevé... comme si tu donnes un casse-tête vraiment difficile à faire à quelqu'un. Puis que là, tu sais, tellement difficile à faire comme casse-tête que c'est pas moi qui va le finir, tu sais, c'est les autres générations. Fait que je fais un bout du cube Rubik, je le donne à mes enfants le continuent. Fait que ils voient les étoiles comme un vecteur comme un créateur d'une classe scientifique, si tu veux. Ouais. Ce qui aurait comme permis à Homo sapiens de genre s'élever. Là, donc sans étoiles, pas de curiosité qui se développe à un tel point. Ou moins de curiosité. Fait que peut-être l'avènement de la science prend beaucoup plus de temps sur des millénaires. C'est ça. Puis on a ça aussi dans le livre la trilogie qu'on a mentionné dans le dernier épisode. La Terre, eux, ils voient le ciel, mais la Terre est tellement instable, c'est tellement le centre de leur attention, il y a des tremblements de terre, et tout vient de la Terre. Qu'à un moment donné, il mentionne... Toi, là, tu parles de la trilogie de la Terre fracturée. Ouais, exact. Ouais. Juste parce qu'on le dit pas, mais on va le dire. On va le dire. Par N.K. Jemisin. N.K. Jemisin, ouais. Fait qu'il voit d'un mauvais œil même les astronomes, tu sais. Parce que c'est comme des estis d'ennuagés qui sont comme... Nous autres, on regarde en haut quand tout se passe en bas, tu sais. Ouais, c'est des pelleteux de nuages. C'est des pelleteux de nuages, ouais, carrément. Ouais. Fait que, je trouve que les paramètres que tu peux gérer avec ton étoile, c'est ceux qui ont le plus d'influence sur ton monde. Après ça, tu peux parler de la Lune. Y a-tu une Lune? Y a-tu pas de Lune? Y a-tu... Mais là, aujourd'hui, c'était les étoiles, OK? Ben oui, OK, on fera les lunes une autre fois. Mais juste pour parler des types d'étoiles, puis conclure avec ça... là, on parlait de naine brune, naine rouge, mais les types d'étoiles, il y a une classification beaucoup plus précise que ça par des lettres. Là. Je sais pas si tu as vu type F, type M. Fait que quand tu développes ton étoile, c'est là-dedans que tu te classes là, parce que c'est là que ça va te donner les chiffres. Mais au final, la plupart des étoiles qu'on va avoir mettons, tu regardes Star Wars puis toutes les étoiles c'est pratiquement toujours des étoiles de séquence principale. Mais ils peuvent se développer. Puis une étoile de séquence principale, comme notre Soleil, va finir en géante rouge, qui va exploser, se compresser et devenir une naine blanche. Une naine blanche, c'est une espèce d'amas de carbone qui a fait toute sa fusion d'hydrogène, toute sa fusion d'hélium. Là, il arrive au carbone. Fait que c'est juste comme un gros bloc de diamant qui est tellement chaud à cause de tout ce qu'il a vécu. Puis c'est de la chaleur résiduelle. Puis tranquillement, va devenir de plus en plus froid, mais au fil de milliards d'années, pour finir en naine noire à la fin de l'histoire de l'univers. Fait que notre étoile n'est pas assez massive pour générer un supernova. Non. Okay. C'est les étoiles qui sont très grosses, des supergéantes, ou les hypergéantes. Ces étoiles-là, elles vont... s'effondrer sur elles-mêmes. Vont exploser, devenir une supernova. La supernova va devenir un trou noir. OK. Fait que c'est les différents types. Puis la naine brune, par exemple, va rien vivre jamais. Une naine brune a une longévité extrêmement grande parce qu'elle brûle tranquillement des petites affaires. Fait que notre Soleil, il y a 5 milliards d'années, puis il est dû pour devenir une géante dans 5 autres milliards d'années, puis bouffer Mercure, Vénus, puis frire la planète Terre. Fait que notre Soleil, dans sa séquence principale, va vivre 10 milliards d'années, mais une naine brune vit 200 milliards d'années facilement. OK, parce qu'elle brûle son carburant vraiment lentement. Ouais. Fait que l'âge des étoiles, c'est tout différent. On imagine qu'à la fin de l'univers, c'est des naines brunes qui peu à peu meurent, des naines noires qui sont des étoiles comme la nôtre qui est devenue finalement très très peu de choses, juste des petits blocs de carbone avec aucune chaleur dedans. Ouais. Puis à un moment donné, même ça n'existe plus, puis tout ce qui existe, c'est les trous noirs. Puis à un moment donné, les trous noirs n'existent plus. Puis là, on est fatigué. Là. Ben là, on fera un autre épisode à un moment donné parce qu'on se rend compte que de parler d'astronomie, si on parle des étoiles, on fait un épisode. Puis on n'a même pas parlé de Lune, de tous les autres phénomènes qui peuvent être intéressants que tu peux inclure dans ton monde. Fait qu'on y revient. Ben oui, puis toi, tu nous as fait une belle petite création. Puis d'ailleurs, qui se pitch dans le monde. Là. Un petit peu. Mais avant de parler de ça, je pense selon la diffusion de l'épisode, il y a un objet interstellaire qui traverse notre système solaire pour vrai, au moment où on se parle. Ça, c'est l'épisode du 26, je crois. 26 octobre? Non, 28 octobre.
28 octobre. Ouais. En ce moment, je pense que cet objet-là est est de l'autre côté du soleil. OK. Mais au mois de décembre, va peut-être être observable dépendamment de la lumière que l'objet émet. Ouais. C'est quoi? C'est une... C'est le 3e objet interstellaire à avoir été détecté. Tu te rappelles-tu de Oa? Oui. Je vais mal le prononcer. Là, mais, en hawaïen? ouais. Qui était comme en forme de cigare. Là, puis qui avait, c'est le 3e objet qui a été détecté comme ça. Fait que vu que c'est le 3e, je pense que c'est I3. T'as un tour du chapeau? Interstellaire 3. Puis ils l'ont nommé Atlas. OK. Fait que il est là en ce moment. Il passe entre la Terre puis Mars. Entre l'orbite de la Terre puis l'orbite de Mars. Visible? Pas à l'œil nu. Je sais pas. Je sais pas, mais on va certainement voir des images de télescopes et d'un paquet d'astronomes qui attendent juste que l'objet sorte de l'autre côté du Soleil pour pouvoir même analyser peut-être sa composition chimique. On va très certainement avoir... le télescope James Webb voit beaucoup de choses. Là. C'est magnifique, ces photos-là. Là. Fait que j'imagine qu'on va voir... On va voir des prises de vue intéressantes. Ouais. Fait que regardez ça. Fait que je te lis ça? Oui, let's go. Tu nous as fait une création dans Val-Terreur ou non? Oui. Je continue. Okay. Tu vas voir, on jasera de comment ça peut être lié là, à la fin de ça. On dirait que je sais pas si je dis le titre d'habitude, ça fait trop longtemps. Dis-le. OK. Aranéum. Je me plais à croire que ma routine, aussi élaborée soit-elle, représente en elle-même un acte de résistance. Là où plusieurs croient voir une série d'actions sans conséquences, décousues et futiles, j'observe plutôt un chapelet de gestes calculés et lumineux, symboliques, sans être performatifs. Vers 8 heures, je médite avant de prendre mon déjeuner. J'apprivoise le nouveau silence qui règne sur la terrasse du Hilton, récemment ponctué par l'appel des bernaches qui commencent à repeupler l'île et le bourdonnement des vagues abandonnées. Je ne m'embête pas avec la vaisselle que j'envoie se fracasser dans le hall d'accueil parmi les fragments de mes appétits passés. Je souris à l'idée d'archéologues post-humains, subjugués par le monticule de porcelaine et tentant d'y assigner une quelconque signification. Je me dis que je devrais peut-être y laisser une plaque, en l'honneur de Kai, plongeur, puis contemplateur. Je fais ensuite la tournée du 2e étage, là où j'ai élu domicile quand l'ascenseur a cessé de fonctionner. C'est là que se trouvent les chambres des employés, un peu plus petites. Je commence par nourrir le chat de M. Mahelona, un vieux persan bedonnant que j'ai mis au régime l'été dernier quand le cuistot s'est sauvé avec les derniers sacs de croquettes. Je lui réserve toujours une partie de ma pêche de la veille, qu'il s'empresse d'avaler avant de retourner s'étendre au soleil. J'arrête à l'ancienne chambre de Mme Kim. Elle, c'était la chef d'équipe du service d'entretien ménager. Une des premières de l'île à boire le Kool-Aid. Je pense l'avoir aperçue vers la fin de l'été avec d'autres contemplateurs, près du Léaï. Plus ancienne que les autres, la partie inférieure de son corps était atrophiée au point que ses orteils effleuraient à peine le sol, se tenant plutôt debout avec ses nouveaux appendices qui s'échappent de son crâne, comme les pattes d'une faucheuse immobile, le regard à jamais vers le sud. J'essaie de chasser son expression figée dans l'étonnement et le sifflement à peine audible de son souffle de mes pensées. J'ai choisi de faire ma serre dans sa chambre parce que c'est la seule pièce de l'étage avec des fenêtres sur 2 côtés, l'est et le sud. J'y fais pousser des tomates, des concombres, des aubergines et des piments forts, mais aussi quelques projets personnels, comme un immense Banisteriopsis capi que j'ai déplacé de ma maison et qui me sert dans la fabrication de mon propre ayahuasca, et quelques peyotes matures plutôt impressionnants. Je me rends finalement à la champignonnière improvisée que j'ai construite dans la cuisine commune qui contient maintenant assez de psilocybine pour envoyer l'archipel au complet dans la stratosphère. J'ajoute du substrat, je mesure l'humidité et je récolte un dosage adéquat pour mon poids que je consomme fraîchement et immédiatement. J'ajoute quelques pléus à mon sac de provisions avant de sortir pour l'après-midi. J'emporte aussi mon carnet de notes et un crayon. Je choisis Wahahila Ridge pour ma randonnée quotidienne. Une vue splendide de la ville m'y attend après quelques milles, où je dépose mon sac et ma dose contre une pierre, tout près d'un goyavier. Au fil des années, ce même panorama a su attirer 32 contemplateurs. Certains s'y trouvent depuis si longtemps que leurs corps se sont fusionnés. Leurs masses calcifiées, à peine reconnaissables, ressemblent à des moailles. Ces statues déportées des Rapa Nui, pervertis, parasités, ne sont reconnaissables que par leur regard brillant et par l'harmonie de leurs souffles combinés.
Un home dissonant cauchemardesque qui concorde avec le sommet de mon trip. Sur cette terre, ils sont comme le goyavier. À la fois invasif, résistant et indésirable, à la fois porteur d'un fruit sucré et acidulé, intriguant et effrayant. Mon esprit s'éveille, ma conscience s'élève, tandis que je confirme une théorie longuement entretenue. Ma proximité avec un groupe de contemplateurs ainsi que la taille de ce groupe influence directement la puissance de mes expériences psychédéliques. Déjà, à quelques mètres, je suis au bord du précipice. J'arrive à voir l'horizon des événements, bordé par une rangée parfaite de 32 contemplateurs. Je m'appuie contre la pierre, me lève et m'approche. Ils sont maintenant une centaine. Ceux de Léaï sont là aussi. Je reconnais Madame Kim. Ils sont maintenant des milliers. Je vois le Grand Canyon, le lac Baïkal, Khéops. Des millions. Un pulsar aux confins de la Voie lactée, la fin d'une étoile, une comète transmutée. Des milliards. La forge flottante d'Abelda Sadeg, les ruines anciennes qui recouvrent la surface d'Alzémie où dorment les seuls survivants d'une supernova. Je franchis la singularité. Je n'existe qu'en pure conscience, mon corps prisonnier de l'espace et du temps. Je deviens chaque fil d'une toile immense et me perds. Le chant dissonant des contemplateurs fait place à l'unisson, à l'unité. Araneum. Je cherche à m'accrocher à moi-même tandis que mon ego se dissout. Araneum. J'aperçois des creux dans la toile. Araneum. J'aperçois des creux dans l'aranéum. Ma conscience glisse vers celui qui semble le plus profond. Elle orbite autour d'un objet lourd. Ce sont des milliards de consciences parfaitement alignées. Je les orbite avant de tomber en leur centre, avant de passer entre les mailles de l'aranéum. Puis, plus rien. J'arrive à voir l'aranéum dans son entièreté. Une seule conscience, immense et majestueuse, me domine. Maternelle, elle me nourrit, me berce dans l'obscurité d'un monde ancien, froid, aux frontières de l'univers. Mon corps se trouve à un nombre incalculable d'années-lumière, mais je ressens quand même sa chaleur. Je touche sa peau chitineuse, garnie de scopules et radieuse. Ici, elle existe en X, en Y et en Z. Ici, elle est soumise au temps. Elle m'envie. Elle envie la lumière, la chaleur et l'entropie de mon X, de mon Y et de mon Z. Son étreinte se resserre. Je ne suis pas l'enfant prodigue qu'elle attendait. Aranea me rejette, me repousse à travers l'aranéum et me désincarne. Mon corps lointain métabolise la psilocine et contracte le fil d'argent qui me rattache à notre dimension. Je redeviens moi-même. Il fait nuit et le chant dissonant des contemplateurs m'accueille à mon réveil. Je retrace mon chemin vers l'hôtel et me dépêche à mettre mes notes sur papier. Au matin, je remarque une réaction urticante là où ma peau a touché celle d'Aranea. Passage tiré des notes personnelles de Terry Huxley, botaniste, psychonaute et premier humain à voyager à une vitesse supraluminique. Pionnier dans l'élaboration du protocole Labarre-Huxley et de l'exploration de l'aranéum. Merci. Ça me fait plaisir. Quel beau voyage. Tu trouves? Oui. Ouais. Je pense que... Bon, premièrement, on va en parler en masse, là. Mm-hmm. Mais c'est drôle parce que je l'ai lu, puis on en a déjà discuté un peu de ce texte-là. Mais là, pour la première fois, je l'ai vu avec comme ce sentiment de la structure... tu sais, un touriste. Ouais. Qui visite un environnement qui n'est pas le sien. OK. Puis je me suis dit, j'ai vu ce qui se passe, tu sais, avec Aranea qui le rejette, mais s'il avait été en contact avec l'âme éternelle et uniforme, mélangée de tout le monde, avec plus de temps, pour visiter, pour interagir, on est comme étrangement dans un fish out of water. On est étrangement dans un... Lui, il connaît pas ça, puis il le découvre, puis on est avec lui pour le découvrir. Ça reste sensoriel. Je me suis demandé, qu'est-ce qui fait que ça devient pas interactionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé dans... Tu sais, comme peut-être les autres communiants auraient pu avoir une interaction avec lui, mais ils en ont pas eu. Aranea, oui. Mais ouais, fait que je sais pas. Ben, tu comprends-tu mon angle? Ouais, je pense que dans le mythe que je suis en train de créer, dans la démiurgie même, les contemplateurs sont des outils, un peu. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils deviennent des genres de points d'ancrage ou points de connexion dans notre réalité.
Pour l'univers, pour l'Araneum. Exactement. Mm-hmm. Fait qu'il juste en étant témoin, juste en observant notre dimension, notre monde matériel, ben il donne il donne une gravité à l'Araneum. Mm-hmm. Ouais. C'est un sac de sable qui retient la toile de partir au vent. C'est ça. C'est un sac de sable qui retient la toile de partir au vent, mais c'est aussi... tu sais, quand je dis que il y a quelque chose de lourd dans la toile, puis là, le scientifique se met à comme orbiter ce point-là, puis à être aspiré, c'est un peu comme des genres d'endroits où on peut chuter, si tu veux. Ouais. Fait qu'autrement dit, à partir de la toile, à partir de l'Araneum, on peut redescendre à un endroit où il y a une grosse concentration de c'est comme un point gravitationnel là, dans... Ouais, exact. Exact, sauf que l'Araneum est une dimension qui échappe à l'espace-temps, à la physique. À la physique. Fait qu'il y a comme on pourrait le comparer à la gravité. Écoute, on repart de loin, là, mais de quoi on parle, Julien? Faisons la table rase. Qu'est-ce que tu viens de nous lire pour quelqu'un qui connaît mal Sploosh Canoosh? Ouais. Ou pas du tout? Comment tu es capable de résumer, ou pas ce que tu as lu, mais sa place dans ce que tu fais? OK. À date, ce qu'on connaît de Valterreur, c'est que... Sploosh Canoosh? Oui, OK, Sploosh Canoosh. Mm-hmm. Il y a eu un événement qui a poussé les humains à envoyer une sonde autonome et dotée d'une intelligence artificielle dans l'univers. Ça se passe dans l'avenir proche de la planète Terre. Le texte qu'on vient de lire? Non, ce que tu expliques là. Oui, cette situation-là se passe dans l'avenir proche de la planète Terre, qui se retrouve envahie, entre guillemets, par les Aranéens, qui est un parasite. Un parasite qui connecte un peu les gens ensemble. À date, quand on a vu ce parasite-là, il avait pas l'air d'avoir vraiment un danger immédiat à devenir parasité. Oui, puis quand t'en parles, on dirait que t'aimerais ça être aranéen. À chaque fois que t'en parles, je fais comme... Lui, il a bu le Kool-Aid. Ouais, pas vraiment, mais ok, je comprends. Disons que c'est une curiosité scientifique, ok? Mais une curiosité morbide. Mais non, c'est ça, fait que cette menace-là pousse les humains à envoyer cette sonde-là. Cette sonde-là atterrit dans l'univers qui nous concerne plus, là où se trouve le village de Valterreur. Je les ai inclus un peu à Valterreur aussi, ces Aranéens-là, qui sont comme une espèce, un sophonthe finalement, qui peuple l'univers. Puis qui permet de se connecter à l'unité, là, qui est comme un genre de hive mind, si tu veux. C'est juste que là, ce qu'on voit dans le texte que je viens de lire, on voit l'aboutissement de la colonisation d'une planète par les Aranéens. Fait qu'on suit quelqu'un d'un peu excentrique qui a décidé, lui, par résistance, de ne pas rejoindre les Aranéens. Puis, mais il se fait un petit trip où il va voir... Ouais, exact. Il s'en va voir dans l'Aranéum, mais il n'est pas aranéen. Il n'est pas aranéen. En fait, c'est que je pense que ce que j'essaie d'inventer, c'est un psychonaute, puis il fait ça par ce système-là. Exact. Puis lui, ce qu'il teste, c'est que quand il est en proximité physique avec les contemplateurs, qui sont comme juicés sur plein d'agents psychédéliques, là. Leur système nerveux est inondé de composés chimiques qui les fait voyager dans un trip psychédélique en permanence. Fait que lui, quand il est proche physiquement de eux, il réussit à percer un peu cette dimension-là. Fait que je pense que je rends canon dans mon monde qu'un trip de moche, c'est un petit peu s'échapper vers une autre dimension, mais vu que normalement la personne qui fait un trip de moche n'est pas proche d'aranéen, ça se passe pas de même. Elle voit une fenêtre de loin, puis la fenêtre est un peu embuée. As-tu réfléchi à pourquoi la proximité physique a cet impact, ou c'est juste on y va avec ça? Puis... Ouais, je pense que je tombe dans de la cosmogonie un peu, là, où j'ai plusieurs dimensions qui sont accessibles chimiquement, si tu veux. Fait que dans le fond, j'essaie de trouver une solution à la vitesse supraluminique avec ce texte-là. J'essaie de trouver une façon où je peux envoyer quelqu'un dans un lieu d'une galaxie instantanément. À une autre. Ouais.
Fait que l'aranéum me sert comme de toile qui enveloppe un peu, qui fait partie d'une autre dimension qui nous est normalement inaccessible. Puis c'est comme ça que les aranéens s'envoient de l'information, c'est comme ça qu'ils réussissent à atteindre l'unité. C'est qu'à partir du moment où ils sont sur une planète, puis qu'ils ont assez de présence, ben là, tout d'un coup, cette planète-là fait partie du réseau. Puis peu importe où dans l'univers, tu peux parler avec cette planète-là. Exactement. Presque instantanément. C'est ça que j'essaie de créer. Est-ce que, là, premièrement, on n'a pas parlé du gars lui-même tant que ça, mais il s'appelle Terry Huxley ou il s'appelle Kai? Non, Kai, c'est le plongeur. Au début, je pensais que c'était lui qui était le plongeur, mais c'est quelqu'un d'autre. En l'honneur de Kai, plongeur puis contemplateur. Ouais, c'est parce qu'il pitch la vaisselle dans le hall parce que c'est comme un genre de monticule en l'honneur du plongeur de l'hôtel. Ok, cool, je comprends. Je pensais qu'il parlait une plaque en l'honneur de moi-même. Non. Il se présente. Fait qu'au début, en lisant le texte, je dis il s'appelle Kai. Ouais, c'est Terry Huxley. Kai, c'est un des employés de l'hôtel qui est devenu contemplateur. Kai, qui est d'ailleurs un nom hawaïen. J'ai rencontré un Kai qui était un surfeur qui était clairement un gars qui faisait souvent du moche à Hawaï. Nice. Fait que je trouve que c'est très dadon. D'ailleurs, c'est ça, le côté hawaïen aussi, tu t'es amusé avec un flavor particulier. Pourquoi Hawaï? Je voulais... j'ai été influencé par Terence McKenna, qui est botaniste puis psychonaute. Puis il y avait un jardin, lui, comme un jardin botanique qui entretenait là-bas. Puis il faisait souvent référence à ses tripes comme étant justement quelque chose de qui transcende la réalité. Le fait qu'on peut qu'on voit des fois, lui appelait ça les machine elves, des genres d'entités que tout le monde qui fait des drogues psychédéliques voit. Comme le bonhomme de l'ayahuasca avec la barbe. Puis c'est ça. Ouais. Fait qu'il il croyait que les plantes avaient quelque chose à nous enseigner. Et que les plantes pouvaient comme on pouvait comme entrer en communion un peu avec le monde des plantes par la consommation de leurs fruits. Fait que ils se tenaient loin des drogues synthétiques, mais ce que les plantes génèrent elles-mêmes, ils en faisaient l'expérience. C'est drôle parce que moi j'ai vu un autre lien avec Hawaï qui est lié avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'astronomie, qui est, tu sais, Mauna Kea, c'est une montagne sur la grosse île d'Hawaï avec un immense télescope. OK. Puis c'est un très très bon spot pour l'astronomie parce que l'atmosphère est plus mince sur le top de cette montagne-là que n'importe où ailleurs. Que beaucoup de place sur la planète. Il y a très peu de pollution lumineuse, etc. Fait que c'est un très très bon spot pour avoir un télescope pour voir l'univers. Je trouvais ça intéressant qu'il y ait dans notre réalité un phénomène physique qui fait que c'est un bon endroit pour connecter avec l'univers d'une certaine façon. Ah ouais, OK. Puis que toi, tu nous l'amènes avec le même endroit, Hawaï encore, mais complètement sur autre chose. Mais je trouve que ça y a une résonance. C'est juste un c'est accidentel, c'est un hasard. Mais je trouve ça cool comme résonance. Hawaï est une place où toutes les frontières, les blocages, les freins sont plus minces. Puis on peut accéder aux vérités de l'univers. C'est ce que je pense, Joël? Quoi? Je pense qu'on va dire au revoir à notre auditorat qui nous écoute sur Choc. Merci pour ton texte. Puis on peut continuer peut-être un petit peu si tu veux. Ouais. Puis donner ça à nos Patreons. Un petit bonus? Ouais. OK. T'attends-tu? Ouais. OK. Bye les amis de Choc. Au revoir. On se revoit le mois prochain. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.